avant, même si, Non, même non. si ce n'est pas terrible. Mais ce que je voudrais surtout que vous ayez en tête, c'est que vous avez une place considérable dans la reconnaissance des maladies professionnelles. Je vous ai mis dans le diaporama que j'ai transmis à Priya et qui vous le retransmettra tout un tas de diapositives sur le parcours, ce qu'on appelle l'instruction d'une maladie professionnelle. C'est-à-dire que entre le moment où un assuré, un patient, un salarié dépose une reconnaissance de maladie professionnelle, où il doit joindre son certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle qu'il rédige lui-même, et bien à partir de là, il y a toute une structure qui se met en place au niveau de la caisse d'assurance maladie et du service médical, avec des délais très contraints, mais qui se sont élargis. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça peut aller jusqu'à 8 mois pour une maladie professionnelle. C'est des délais réglementaires. Et vous comprenez bien que c'est très très long, qu'il y a beaucoup aujourd'hui de plaintes sur la longueur de cette procédure, sur son caractère laborieux, sur le fait qu'on ne reconnaît pas finalement assez de maladies professionnelles. Alors déjà, on n'en déclare pas beaucoup, mais alors en plus, on ne reconnaît même pas toutes les maladies professionnelles, donc c'est quand même compliqué. Mais là où je veux insister aujourd'hui, c'est peut-être faire un rappel synthétique, et je vous montrerai la diapositive d'après, vous allez peut-être sursauter, mais je vais vous l'expliquer point par point, un rappel synthétique sur l'issue d'une déclaration, avec les différentes issues, soit reconnues d'emblée, soit passées à la commission régionale de maladies professionnelles, soit avec un avis défavorable, le contentieux, etc. Bref, en une seule diapo. Donc évidemment, la diapo, elle va peut-être vous paraître pléthorique, mais au moins, si vous avez compris cette diapo, vous avez tout compris. Or, pourquoi je dis que le rôle du médecin du travail est majeur? C'est parce que vous allez voir qu'au cours de la procédure, on va interroger systématiquement le médecin du travail sur un certain nombre de points que je vais vous mettre aussi sous les yeux. Et vous allez voir que si jamais le dossier passe en commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, eh bien, c'est l'avis du médecin du travail qui l'emporte 9 fois sur 10. Je n'ai pas dit dans tous les cas, mais il a un avis qui va faire basculer très souvent les hésitations des membres du comité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les salariés peuvent venir vous voir très souvent en vous disant bah, docteur, je ne suis pas reconnu, où est-ce que vous pouvez m'aider à, etc. Il faut que vous compreniez où est-ce qu'il en est. C'est-à-dire où est-ce qu'il en est une fois qu'il a fait sa déclaration et pourquoi ça a été refusé et est-ce que vous pouvez l'aider. L'orienter vers un service de consultation de pathologie professionnelle, l'aider directement, lui donner des éléments de son dossier médical, bref, savoir exactement et comprendre sa situation. Or, tous les internes qui passent dans le service de PathoPro ont toujours, alors que c'est des fois des anciens, hein, des difficultés pour comprendre le devenir d'une déclaration de l'année prochaine. Donc, c'était l'objectif, c'était de vous remettre ça sous les yeux. Je voudrais que vous rappeliez que, alors je crois que je l'avais mis sur une diapositive, mais je suppose que je l'ai foutu, mais enfin c'est pas grave. Je voudrais que vous rappeliez que, et ça c'est très simple, le point par lequel je vais commencer, c'est qu'une maladie, si elle remplit toutes les conditions du tableau, elle est présumée. Rappelez que présumée, ça veut dire que bah, il peut faire ce qu'il veut à côté, avoir des sports qui entraînent une tendinite. Bah, s'il a une tendinite avec les critères du tableau, il a quand même une tendinite d'origine professionnelle. Il peut avoir des vulnérabilités, des cofacteurs, peu importe. S'il bénéficie de la présomption d'origine, eh bien, les cofacteurs ne vont pas intervenir. En revanche, s'il déroge à certaines conditions du tableau, alors on revient dans un système de preuve. Vous voyez qu'il n'y a plus de présomption, c'est-à-dire qu'on doit prouver. Et celui qui doit prouver, c'est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'on appelle le C2RMP. Et voilà ce qui se passe, c'est qu'au départ, c'est une présomption. Si c'est plus une présomption, ça devient une expertise individuelle, pas par un expert médical traditionnel, mais par le C2RMP, une expertise individuelle sur dossier où il faudra démontrer un lien direct quand c'est juste des conditions du tableau qui ne vont pas, ou alors un lien direct essentiel quand la maladie elle est hors tableau, par exemple une dépression, par exemple certains types de cancers, etc. Alors voilà la fameuse diapo horrible. Cette diapo, elle vous montre tous les éléments d'un tableau de maladie professionnelle. Donc, dans un tableau de maladie professionnelle en France, alors c'est pas pareil du tout dans les autres pays. D'ailleurs, la Belgique, elle nous a demandé de venir discuter avec eux de leur propre système pour comparer. Bref, en France, on a dans tous les tableaux du régime général et du régime agricole un titre générique, trois colonnes. C'est toujours comme ça que ça se figure. Le titre, c'est l'exposition au risque. Par exemple, pathologie d'hypersollicitation, exposition aux vibrations, manutention de charges lourdes. Ça, c'est le risque générique, d'accord? Et d'ores et déjà, vous allez voir tout à l'heure que quand on estime que le risque n'est pas rempli, on ne rentre même pas dans le tableau. On rejette la maladie professionnelle, on dit que c'est un rejet administratif. Et vous voyez que sur cette diapositive, vous avez tout, à chaque fois, les issues.
Donc, je répète, le titre, c'est le risque générique. Si par exemple on dit pathologie X, Y ou Z due à l'exposition à l'amiante et que le salarié, on montre qu'il n'a pas été exposé à l'amiante, on va même pas dire est-ce qu'il a bien la maladie, les délais, les travaux. Non, on va dire qu'il est en dehors de l'exposition au générique et que donc il ne va même pas rentrer dans les cadres du tableau. Bon, ouais. Revenons au tableau. Donc le tableau, je vous ai dit, c'est toujours 3 colonnes. La première colonne, c'est il y a des éléments permanents et il y a des éléments qui n'existent que dans certains tableaux. Alors, l'élément permanent, c'est le premier en haut à gauche, c'est la désignation de la maladie. Oui? J'ai entendu une voix, non? Non. En tout cas, la désignation de la maladie, ça veut dire que, par exemple, je vous ai pris l'exemple du tableau 42 sur surdité, il est marqué surdité de perception bilatérale et symétrique. Vous comprenez bien qu'on peut avoir d'autres types de surdité. Donc, là encore, on va voir qu'il y a différents types de rejets. Bref, première colonne, désignation de la maladie, puis plus ou moins des examens complémentaires et plus ou moins des seuils exigés. Et toujours pour rester dans l'exemple du tableau 42, donc des surdités, vous voyez qu'il y a une surdité, mais on ne dit pas simplement surdité, point. On dit une surdité avec un audiogramme effectué dans tel délai, dans un audiogramme calibré avec une courbe vocale, une courbe tonale. Et en plus, il y a un seuil, on exige qu'il y ait au moins une perte de 35 décibels sur la meilleure oreille. Voilà. Donc, dans le tableau 42, il y a les 3 critères, mais dans certains critères, il n'y en a que 2, dans certains tableaux, il n'y en a que 2, et dans certains tableaux, il n'y en a qu'un. Vous voyez? Donc ça peut varier d'un tableau. Dans la deuxième colonne, vous n'êtes pas étonné, c'est le délai de prise en charge et la durée minimum d'exposition. En rappelant que le délai de prise en charge, j'espère que c'est clair pour tout le monde, c'est le délai maximum, et ça va être important dans votre rôle quand on vous interrogera, le délai maximum entre la fin de l'exposition au risque et la première fois qu'on constate la maladie. Il est évident que ce délai de prise en charge, dans une tendinite, il va être très court, parce qu'une tendinite, ça se déclare immédiatement après ou pendant une pathologie enfin, pendant un travail d'hypersollicitation. Donc c'est pour ça que vous allez avoir quelques jours, quelques semaines, alors que dans un cancer, vous allez avoir des dizaines d'années. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on retient le délai de prise en charge, c'est le délai maximum entre la fin de l'exposition et la première fois qu'on constate la maladie. Et enfin, dans la troisième colonne, il y a des listes des travaux qui peuvent être soit limitatives, soit, plus rarement, mais ça existe dans quelques tableaux, indicatives. Donc limitative, c'est-à-dire que c'est ça où vous sortez du tableau, tandis qu'indicative, c'est ça ou autre chose qui n'est pas forcément spécifié et vous n'êtes pas sorti forcément du tableau pour pouvoir prétendre à la présomption. Alors maintenant, ça c'est l'ossature générale des tableaux et vous allez voir que je viens progressivement sur mon propos, hein, je ne fais pas un hors-sujet. Maintenant, je regarde dans chacune de ces colonnes ce qui peut arriver. Alors, vous déclarez une surdité, mais en fait, elle n'est pas de perception, elle est de transmission. Donc, si par exemple dans le CMI, il est marqué surdité professionnelle, eh bien, le médecin conseil, quand il va étudier la maladie, va dire ah non, mais ce n'est pas une surdité de perception. Donc, je suis en désaccord sur le diagnostic. C'est le médecin conseil qui ne va pas être d'accord sur le diagnostic et du coup, qui va entraîner une expertise médicale. Ça échappe au C2RNP, hein, une maladie sur laquelle le médecin conseil est en désaccord sur le diagnostic. Ça ne va pas au C2RNP. Ça va dans une expertise médicale et après, c'est du rejet, commission de recours amiable et après, tribunal judiciaire. Il peut y avoir évidemment, ce que vous savez, une maladie hors tableau. Et la maladie hors tableau, c'est ce qu'on appelle l'alinéa 7 de l'article 461.1 du Code de la sécurité sociale. On l'appelle alinéa 7, mais aussi on l'appelle maladie hors tableau. Et pour cette maladie hors tableau, il faudra à la fois qu'elle entraîne un taux d'incapacité prévisible de 25% et qu'en plus, le C2RMP, la fameuse commission, montre un lien direct et essentiel. Alors, c'est-à-dire quoi un lien direct et essentiel? Ça veut dire que le travail a joué un rôle, mais un rôle qui est prépondérant en l'état actuel de la jurisprudence. Mais attention, ce n'est pas un rôle exclusif, c'est un rôle prépondérant, c'est-à-dire qu'on peut tolérer d'autres cofacteurs dès lors que le travail a joué un rôle principal. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment bien défini, c'est plus de la jurisprudence. C'est pour ça que ça entraîne beaucoup d'inéquité de traitement des dossiers. Je continue dans ma première colonne. Dans cette surdité, imaginons qu'elle soit bien une surdité de perception bilatérale symétrique, donc il n'y a pas de désaccord sur le diagnostic, elle est bien dans le tableau, ce n'est pas un alinéa 7, mais par contre, il n'y a pas eu les examens complémentaires, c'est-à-dire l'audiogramme. Et bien donc là, c'est un rejet administratif, ça n'ira pas non plus au CDZRMP. Et de la même façon, s'il a bien fait un audiogramme, mais qu'il est en dessous de 35 décibels, c'est-à-dire que l'oreille, elle n'est pas assez abîmée, entre guillemets, alors ça sera aussi un rejet administratif, ça échappera au CDZRMP. Donc vous voyez que dans la première colonne, la seule chose qui a abouti au CDZRMP, c'est quand c'est une maladie hors tableau, finalement. Exemple, je disais tout à l'heure, une dépression qui entraînerait un taux d'incapacité prévisible de 25%. Et ça ira au CDZRMP.
Dans la deuxième colonne, en revanche, chaque fois qu'il y a une condition qui n'est pas respectée, ça va systématiquement au C2AMP, que ce soit le délai de prise en charge insuffisant, dépassé, ou la durée d'exposition insuffisante. Alors, ça se rappellera un alinéa 6. Et là, le C2RNP, puisque je vous rappelle que c'est plus présumé dès qu'il y a un critère qui déroge, eh bien, le C2RNP va devoir montrer un lien direct. Et là, ça veut dire quoi, un lien direct entre le travail et la pathologie? C'est qu'il va devoir réétudier le cursus laboris, tout ce que le salarié a fait, et il va se dire, bon, bah, est-ce que le travail a joué un rôle? Pas un rôle forcément prépondérant, là, parce qu'on est en alinéa 6, hein, mais un rôle. Alors, vous voyez que pour ça, il faut prouver juste une exposition. Je vous donne un exemple. Voyons un cancer qui serait hors tableau. Eh bien, imaginons que ce salarié a été exposé à un cancérogène professionnel, mais qui fume beaucoup. Alors, le travail aura joué un rôle. C'est un lien direct, mais pas essentiel, puisque le tabac, par exemple, si c'était un cancer du poumon, jouerait un rôle prépondérant. Et en l'état actuel des choses, ça serait plutôt un non, même si je vous ai dit, il y a beaucoup d'hétérogénéité. En revanche, si c'est un cancer dans un tableau, mais que le délai de prise en charge est dépassé, par exemple, imaginons qu'il fallait constater ce cancer dans les 30 ans qui suivent la fin de l'exposition et qu'il déclare sa maladie 35 ans après, donc il passe au C2AMP en alinéa 6, alors, effectivement, s'il fume, même significativement, on se dirait que puisqu'il a été exposé certainement au risque, eh bien, le travail a bien joué un rôle, donc on le reconnaîtrait. Vous voyez la différence d'intensité du lien entre alinéa 6 et alinéa 7. Et enfin, dernière colonne, quand c'est une liste limitative des travaux, alors là, c'est pareil, quand il y a une dérogation, c'est-à-dire qu'en fait, le salarié n'a pas fait les travaux qui sont listés dans la liste limitative, il passera aussi en alinéa 6 à la fameuse commission. Et enfin, et ça c'est plus compliqué à comprendre, quand c'est une liste indicative, par exemple sur des allergènes, le salarié il a rapporté tout ce à quoi il est exposé professionnellement, les produits, les EPI, etc. Et on ne trouve rien. Donc il est bien hors liste indicative. Eh bien, quand il est hors liste indicative, c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé de plus, eh bien, il ne va pas passer au C2AMP parce que le C2AMP, il n'aura pas davantage d'éléments puisque très souvent, il statue sur dossier. Donc, ça sera aussi un rejet administratif. Donc, vous voyez, quand un salarié vous dit docteur, ma maladie n'a pas été reconnue, il faut déjà lui demander mais qu'est-ce que vous a répondu la sécurité sociale? Est-ce qu'elle vous a dit un avis défavorable après C2RMP, un avis défavorable d'emblée administratif, une expertise médicale, etc., etc. Comme ça, déjà, vous savez où ça en est. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup derrière, là, dans le diaporama que je vais passer à toute vitesse, d'éléments sur les rappels de l'instruction, avec les délais pour les accidents de travail, les délais pour les maladies professionnelles. Je passe tout ça parce que honnêtement, ce n'était pas ça le cœur du sujet, mais je vous le donne quand même pour mémoire. Là où je voudrais insister, puisqu'on a un temps limité, c'est sur l'importance de l'avis du médecin du travail. Je vais vous dire juste une chose. Lorsque un Allô? salarié déclare sa maladie à la Sécu, Ouais. dès que la Sécu, allez-y hein, si vous avez une question, hein. Parce que je vois un truc qui s'allume, mais bon, peut-être que En tout cas, Noémie Noémie, vous Domaine? avez une question peut-être? Non? Non. En tout cas, dès que la sécurité sociale reçoit la Je veux déclaration, bien juste, Noémie, vous avez... Non, c'est bon? Non. En tout cas, dès que la sécurité sociale reçoit une déclaration de professionnelle, elle va immédiatement interroger le médecin du travail. Alors attention, à ce stade-là, la Sécu, elle ne sait pas encore si la maladie, elle répond à tous les critères, si elle va être reconnue d'emblée, si elle va être rejetée, si elle va passer en C2RMP, etc. Donc on pose la question en amont au médecin du travail, parce que comme les délais d'instruction sont quand même contraints, et que déjà c'est compliqué d'aller trouver le médecin du travail, très souvent la vie il arrive trop tardivement, etc., eh bien effectivement, la sécurité sociale interroge en amont le médecin du travail. Ce qu'il faut que vous reteniez également, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que 50% des dossiers qui arrivent au CDRMP pour lesquels les médecins du travail ont répondu. Et ça, c'est catastrophique. Parce que je vais vous dire une autre chose, c'est que quand la sécurité sociale fait une enquête sur les conditions de travail, elle n'a pas les moyens d'aller mettre quelqu'un dans l'entreprise pour aller voir exactement les conditions de travail. Très souvent, en plus, ce sont des expositions passées qu'il n'est même pas utile d'aller voir puisqu'elles n'existent plus. Le poste n'existe plus, le poste a changé, ou le salarié est en arrêt, donc on ne peut même pas le voir à son poste. Tout ça pour vous dire que la sécurité sociale se contente très souvent d'un questionnaire dit contradictoire. C'est-à-dire qu'elle interroge l'employeur d'un côté et elle interroge le salarié de l'autre. Alors, ils sont rarement d'accord. Il y en a qui sont de bonne foi, hein, mais il y a beaucoup de mauvaise foi ou de sous-estimation ou de méconnaissance de part et d'autre. Mais parfois, c'est caricatural au point que le salarié dit, moi, je manutentionne
5 tonnes par jour et que l'employeur lui dit mais il n'y a aucune manutention. Ça arrive très souvent, attention, ce n'est pas un cas marginal. Hein. Donc, vous comprenez bien que face à ces deux questionnaires contradictoires qu'on va avoir, nous, en C2RNP, eh ben, comment on tranche? Puisque je vous rappelle qu'on doit faire la preuve d'un lien. La preuve d'un lien, c'est qu'on a des éléments tangibles, des éléments objectifs. Si on a juste un salarié qui dit moi j'ai fait ça et l'employeur qui dit non, il n'a pas fait ça, ben, on n'a absolument pas de preuve. Et quand on n'a pas de preuve, ça va être au détriment du salarié, on ne reconnaîtra pas le lien direct et au bout du compte, on rejettera la maladie professionnelle. Donc, vous comprenez qu'un avis neutre du médecin du travail est absolument nécessaire parce que lui seul, soit directement parce qu'il a connaissance du poste, soit indirectement parce qu'il va regarder dans le dossier médical, etc., eh bien, il va pouvoir nous apporter des éléments précieux. Et on sait très bien que la neutralité du médecin du travail va nous permettre d'avoir une vision objective des risques et ça va nous emporter la décision. Le pire, je viens de vous le dire, parce que je suis désolée, hein, mais non seulement on n'a que 50% des réponses des médecins du travail, mais en prime, très souvent, ils ne servent à rien. Parce que le médecin, il répond en normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Le salarié m'a dit que. Bah oui, mais le salarié vous a dit que, mais forcément, puisqu'il a déjà dit à la Sécu. On s'en fout, à la limite. Nous, ce qu'on veut, c'est votre avis, votre analyse. Et si vous ne l'avez pas, il y a deux raisons, il y a deux façons de faire. Soit vous avez bien regardé dans les éléments fiches d'entreprise, documents uniques, historique du dossier médical, d'autres salariés à ce poste-là dans l'entreprise. Soit il est peut-être intelligent d'aller voir dans l'entreprise parce que s'il y a une maladie professionnelle déclarée, c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc c'est l'occasion peut-être, c'est peut-être un signe d'alerte, on va dire. Alors bien sûr que vous n'avez pas les moyens à chaque fois de le faire, mais néanmoins que je vois dans les dossiers, dans les réponses, salarié non connu ou non vu depuis 5 ans, salarié passif, enfin bref, il n'y a pas beaucoup d'efforts parfois. Et en revanche, quand les médecins contribuent activement, c'est-à-dire qu'ils répondent intelligemment et précisément aux questions, et je vais vous montrer le questionnaire qu'on lui envoie juste après, alors je vous dis, c'est hyper favorable. Ça veut dire qu'il faut retenir que les avis du médecin du travail qu'on va vous poser, enfin les questions qu'on va vous poser, il faut rester le plus objectif possible. Attention, hein, c'est un écrit. Vous allez voir que l'employeur n'aura pas accès, mais quand même, je le dis qu'il faut quand même faire attention, parce que le salarié, lui, va avoir accès. Donc, il faut objectiver et il faut toujours le remplir de façon sans préjuger de l'instruction, puisque vous ne savez pas où ça en est. D'accord? Ça, c'est très important aussi. Alors, je vais vous donner le papier. D'abord, j'ai un en arrière après le document tel qu'il est aujourd'hui posé, parce qu'il a été changé l'été dernier. Donc l'été dernier, avant l'été dernier, il était merdique. On l'a un petit peu amélioré. On l'a amélioré avec l'assurance maladie au niveau national. Et aujourd'hui, voilà quel est-il. On marque bien que c'est un document couvert par le secret médical. Et on le marque explicitement. Parce que par le passé, il y a eu des boulettes. Et parfois, l'employeur il a eu accès à des écrits du médecin du travail. Et parfois, les médecins du travail, ils ont écrit vraiment n'importe quoi. Du genre, bien fait pour l'employeur, ça lui apprendra, puisque ça lui apprendra, vu l'organisation de son entreprise, qu'il y a des risques psychosociaux, enfin des trucs comme ça. Alors, bon, il y a de tout, hein, évidemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, d'abord, les médecins font très attention aujourd'hui, dorénavant, à leurs écrits, mais surtout, il est bien marqué maintenant ce que ce questionnaire est couvert, et c'est réglementairement, c'est marqué dans le Code de sécurité sociale, il n'est communicable qu'à la victime ou à un médecin désigné par la victime, et qui ne peut en faire état que dans le ou à un médecin, hein, et le médecin, si c'est un médecin et pas la victime qui va, il devra le communiquer à propos de ce compte rendu, mais en respectant les règles déontologiques, c'est-à-dire sans transcrire l'avis du médecin du travail, mais juste en disant avis favorable, avis défavorable. Bon. Les questions sont les suivantes. À partir, je crois même qu'on a enlevé la dernière phrase pour tout vous dire. On a enlevé commentaire maintenant. À partir du dossier médical en santé-travail. Donc, vous voyez, on dit bien pas selon vous. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas, vous, tant pis, allez voir. Quoi. Précisez la date d'apparition des signes en rapport avec la pathologie déclarée et ou la date du diagnostic. Ça veut dire que ce n'est pas ce que vous dit le salarié. Ce que vous dit le salarié, il l'aura déjà dit à la Sécu. Ça sera même marqué dans le dossier de la Sécu. Non, c'est de voir si, par exemple, quand il a déclaré une tendinite, dans la visite d'avant, il avait déjà dit qu'il avait des petites douleurs, des petits picotements ou des petits machins, etc. C'est de trouver un point de départ plus précoce et vous allez voir comment ça peut servir. Deuxième question, et donc vous voyez qu'on dit bien la date du diagnostic, mais aussi des premiers signes, des premiers signes. Et si jamais un médecin arrive en disant, bah, ce salarié-là, il y a déjà 2 ans, il déclarait des trucs, eh bien, tenez-vous bien, on va prendre ça pour un élément d'histoire clinique, comme on dit. Et comme on prendra ça comme un élément d'histoire clinique, ça nous permettra de réduire si jamais il y a un dépassement du délai de prise en charge. Deuxième question, à partir du dossier médical en santé-travail et aussi de l'action en milieu de travail, donc on ne sait jamais,
préciser, et regardez, c'est quand même explicite, hein, qualitativement et quantitativement les facteurs de risque, les expositions et les conditions de travail, ainsi que les périodes concernées. Ça veut dire qu'on ne dit pas oh bah oui, il fait du travail hyper sollicitant. On s'en fout, ça. Ça nous apportera rien. De dire par contre que son poste de travail nécessite des élévations. Vous savez, quand on vous recevez le questionnaire, au moins la désignation de la maladie. Hein. Donc, vous savez que c'est un bras, un cancer, etc. Ça, on vous le dit. D'accord. Donc, c'est en regard de cette pathologie que vous allez répondre. C'est-à-dire que si par exemple le type il a déclaré une rupture de la coiffe de rotateur, vous, votre réponse c'est est-ce qu'il fait des mouvements en amplitude excessive de l'épaule concernée? Est-ce qu'il y a des cadences? Est-ce qu'il y a des charges additionnelles? Est-ce qu'il y a des problématiques organisationnelles surajoutées avec des contraintes de rendement, etc., ou du travail au froid, j'en sais rien, peu importe. D'accord. Bon, ça, c'est ça qu'on vous demande. Oui, il y a X heures par jour, il y a X charges, ça peut aller de minimum à ça, maximum à ça. Pareil pour les lombalgies ou les hernies discales, on vous demande de dire, oui, il manutentionne de telle période à telle période, autant d'heures par jour ou autant de pourcentage, la manutention représente tel truc. Si vous avez un conducteur poids lourd qui déclare une hernie discale, globalement, il ne sera pas forcément reconnu, sauf s'il fait de la manutention en plus. Et donc, on demande de quantifier la manutention. Est-ce que c'est du pouce-palette électrique, manuel? Est-ce que c'est des charges portées, poussées, levées, etc. C'est ça qu'on vous demande, de caractériser les expositions ainsi que les périodes. Et ça va être précieux. Et puis enfin, vous pouvez toujours faire des commentaires, mais ce n'est pas franchement le plus important. Merde, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Attendez. Oula, je suis allée trop loin. Attendez, parce que je voulais revenir en arrière. Voilà. Je vous donne là ici deux, trois exemples d'aide cruciale des médecins du travail en matière de maladies professionnelles. Par exemple, c'est la moitié des dossiers qui sont présentés en alinéa 6, c'est-à-dire des maladies qui sont avec un délai de prise en charge dépassé, c'est-à-dire qu'au lieu de 7 jours, par exemple, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an pour une tendinite, etc. Eh bien, si le médecin dit, dans le questionnaire que je vous ai montré avant, oui, il y a eu des symptômes plus précoces à la date que la date du CMI, ou, parce que ça peut être les deux, que le salarié, en fait, il n'a pas cessé d'être exposé à telle date comme la sécurité sociale l'avait retenu, mais qu'après, il a continué à être exposé même de façon moindre, alors vous comprenez bien que le délai de prise en charge, comme c'est entre deux dates, la fin de l'expo et le début de la maladie, vous avez deux curseurs, vous. Soit de savoir que la maladie, elle a commencé avant par des symptômes insidieux, soit qu'en fait, l'exposition, elle a duré plus longtemps que ce que la Sécu a retenu. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple une dame qui faisait de la mise en rayon en grande surface. Donc, elle était très sollicitée au niveau du dos, parce qu'elle se baissait, elle se levait, elle portait, elle dépalettisait, elle changeait les trucs, etc. Et puis d'un coup, elle est affectée à la caisse. Et à la caisse, elle sera exposée au niveau des membres sup, mais plus du dos. Donc, on estime que, par exemple, elle était très exposée de 2000 à 2018, date à laquelle elle a été changée de poste et elle a été hôtesse de caisse. Et donc, si elle déclare sa hernie discale, je ne sais pas, en 2023, ils vont se dire, ah bah, il y a un délai de prise en charge dépassé largement de 5 ans. Vous, si vous savez qu'en tant qu'hôtesse de caisse, de temps en temps, elle va remplacer pour aller faire de la mise en rayon, en fait, elle continue quand même à être exposée. Même si son poste officiel, c'est hôtesse de caisse, vous, votre connaissance fait dire que, bien sûr, elle continue à être exposée. Et votre avis va être bien plus précieux que son déclaratif à elle, puisque son déclaratif à elle ne sera pas pris en compte, puisque l'employeur dira le contraire. Donc voilà pourquoi je vous rappelle ici que sur le délai de prise en charge qui représente quasiment la moitié des dossiers, votre avis est extrêmement précieux, à la fois sur la date des premiers symptômes, mais aussi sur l'exposition réelle au risque qui peut être indépendante du titre des postes et des changements de poste. Deuxième point sur lequel... Petite deuxième... question. Oui, vas-y, Si, allez-y. si on a l'avis d'un autre spécialiste qui dit autre chose, qu'est-ce qui prévaut, l'avis du médecin du travail ou de ce spécialiste? Eh ben, les deux. Il n'y a Les pas de deux. prévalence, puisqu'en fait, D'accord. ce qui va se falloir, c'est que le premier qui dit, à moins de prouver que c'est un faux certificat, que les symptômes, lui, il les a repérés là, ça ne veut pas dire que l'autre les avait pas repérés ou les a repérés. Pour moi, non. Et le spécialiste, il va surtout agir sur, enfin, avoir un avis sur les symptômes, parce que sur l'exposition, pas du tout, c'est pas son problème. Mais sur les symptômes, vous pouvez très bien, en tant que médecin du travail, avoir dans un recueil systématique, même via l'infirmier du travail, retenu qu'il y avait des symptômes au niveau de l'épaule, etc. Et que le spécialiste, lui, il l'ait vu pour la première fois 6 mois plus tard, et qui dit, je reçois madame pour la première fois aujourd'hui, et lui, il ne pourra pas dire autre chose que les symptômes, je les constate aujourd'hui. Hein. Donc, Ouais. c'est ça qui est important, quoi. Donc, deuxième motif de, prise en, de passage dans ces deux RNP, c'est les travaux qui ne seraient pas dans la liste des travaux. Justement, les hors-listes limitatifs des travaux. Ben alors là, vous comprenez bien que
dès lors que vous rentrez dans la description précise des travaux, des expositions, etc., vous allez pouvoir emporter le morceau, puisqu'en fait, vous seul avez la connaissance exacte des risques et que vous pouvez très bien être en liste. Si le médecin du travail dit ce salarié-là est exposé à ça, ça, ça et ça, eh ben ça va évidemment être très important. De même que, et je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple, sur la durée d'exposition insuffisante. On peut très bien imaginer, par exemple, qu'un salarié, il devait porter 5 ans pour être reconnu en hernie discale, dans le cadre de la présomption, et imaginons que ce salarié, il porte que depuis 3 ans. Mais vous, en tant que médecin du travail, vous dites, attendez, ok, mais il porte des charges très, très lourdes, dans des contraintes posturales extrêmes, il est surutilisé ou surexploité sur tel ou tel truc, etc. Et donc, vous allez pouvoir appuyer, non pas qu'il a été exposé 5 ans, mais par contre que les conditions d'exposition sont telles que d'une durée d'exposition, mais avec une intensité bien supérieure, va nous permettre, en tant que C2RMP, de reconnaître quand même la maladie professionnelle. Voilà pour les maladies professionnelles. Je reviens à ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire, un, que vous ayez en tête ce fameux tableau en comprenant toutes les modalités de devenir d'un dossier qui est envoyé en reconnaissance de maladie professionnelle, avec les issues vers le C2RMP, les rejets administratifs, pourquoi, et à quel stade en est le salarié. Et puis enfin, deuxième point que je voulais vous reteniez vraiment, c'est l'importance de votre avis. Alors, beaucoup de médecins me disent aujourd'hui, oui, mais moi, je ne l'ai pas reçu. Oui, je l'ai reçu tellement tardivement que c'est trop tard. Ou alors, je l'ai envoyé, mais je ne sais pas ce que ça devient. C'est vrai que vous n'êtes pas informé de l'avis final du CDRMP, sauf par le salarié. Ce n'est pas prévu dans les textes, donc ce n'est pas fait par la Sécu, évidemment. Mais c'est quand même important. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Carla, en cas de contestation au prud'homme, le document médecin du travail reste-t-il couvert par le secret médical? Alors, très bonne question, Carla, parce que je vous l'ai dit, le document n'est accessible qu'aux salariés. Mais le salarié peut avoir la bêtise de s'en servir. C'est-à-dire, il le prend et après, il s'en sert. Et là, pour le coup, s'il s'en sert dans une démarche prud'homme, dans le principe du contradictoire, c'est-à-dire que dans un procès équitable, tout le monde a droit aux mêmes pièces pour pouvoir se défendre. Et donc, effectivement, l'avis pourrait être lisible par l'employeur. C'est pour ça qu'il faut rester extrêmement factuel. Ça ne vous empêchera pas de répondre. Il a des symptômes depuis telle date, vous ne vous mettez pas en danger. Il fait de la manutention intense, vous ne mettez pas en danger. Il a tel ou tel type de geste, vous ne mettez pas en danger, d'ailleurs, vous restez objectif. Ce qu'il faut éviter, c'est comme toujours les jugements de valeur, d'accord? En disant, bah, dans cette entreprise-là, rien n'est fait, par exemple. Moi, j'en ai vu de faire et pas mûr dans les avis de médecins du travail. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une plus grande prudence, notamment chez les jeunes. Mais enfin, en tout cas, oui, pour des raisons indépendantes de la volonté de la sécurité sociale, malheureusement, ce document peut, dans le cadre d'un contentieux ultérieur, se retrouver quand même au prud'homme et être lu par l'employeur. Est-ce qu'il y a des questions prenez vos micros, hein, les uns les autres, sur cette question des maladies professionnelles, des avis à donner, etc. Silence radio. Bon, ben, je continue là. Hein. Alors, je crois que j'avais dit ça ou pas, Priya, la dernière fois, le cumul d'invalidité de la rente. Je suis pas sûre que j'en ai parlé ici. Parce que quand vous êtes, vous savez qu'il y a un gros débat sur le cumul de la rente de maladie professionnelle ou d'accident de travail On en a et pas parlé, je pense. on n'a pas parlé. Bon, bah, très bien, alors je le dis. En fait, vous vous rappelez que la dernière fois, je vous ai dit que quand vous êtes en invalidité, vous avez droit à une rente de 30% en première catégorie, 50% en deuxième catégorie. Même mieux, aujourd'hui, vous voyez, j'en ai vu une en consultation où, euh, dès lors qu'elle aurait été reconnue en invalidité deuxième catégorie, elle avait une prévoyance qui lui permettait de compléter à 100% son salaire jusqu'à sa retraite. Et elle avait 43 ans. Donc, bon, bref. Donc, ça, c'est une première chose. Une rente d'invalidité, ça rapporte quand même pas mal. Alors que une rente de maladie professionnelle, alors là, j'espère que je ne vais pas vous faire perdre vos cheveux, mais vous vous rappelez qu'elles sont relativement modestes pour une raison très simple. Retenez qu'elles sont modestes, mais vous avez tous appris un jour au moins pour passer les EDN, ce que je vais vous dire, c'est que la rente de maladie professionnelle comme celle d'accident de travail, elles sont souvent très pingres dès lors que ce n'est pas un cancer ou une maladie de ce type-là. Pourquoi? Parce que le barème indicatif accident de travail, maladie professionnelle est très chiche et qu'il y a eu en 1919, lors de l'adoption de la loi sur les maladies professionnelles, un deal, un genre de deal entre les partenaires sociaux, l'automaticité, c'est-à-dire la présomption, contre un forfait, et un forfait qui ne représentait pas tous les préjudices. En clair, aujourd'hui, vous perdez une main dans le cadre d'un accident de travail, vous aurez beaucoup moins que si vous perdez une main dans le cadre d'un accident de la route. C'est pour le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, les rentes de maladie professionnelle ne sont pas très intéressantes. Et surtout, il y a un principe, regardez, je vous l'ai marqué dans cette diapositive, c'est que il n'est pas possible de
d'indemniser une même pathologie à deux titres différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, si vous avez une surdité, non, je ne vais pas prendre une surdité. Si vous avez, par exemple, une dépression qui a été reconnue en accident de travail, disons, mais qui entraîne une dépression chronique, 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 vous ne pouvez pas vous dire, bah, tiens, j'ai demandé une invalidité, je suis déjà en accident de travail, mais j'ai demandé une invalidité pour ma dépression, même si elle est très grave. Parce que c'est un même préjudice, la dépression, et qu'elle est déjà reconnue en accident de travail, et que du coup, elle ne peut pas être en plus indemnisée à un double titre. Donc, on ne peut pas indemniser une même pathologie à un double titre. Alors, partant de ça, souvent, les gens s'embringuent dans un calcul compliqué en disant, bon, alors, qu'est-ce qui va être plus intéressant? Une rente de maladie professionnelle qui va rapporter que dalle, 10-20% d'incapacité, ou alors une rente d'inval qui va au minimum rapporter 30% de l'ancien salaire. Donc, on est souvent plus intéressé par se dire, bah, tiens, on va plutôt préférer l'invalidité. D'autant que, je vous rappelle que quand vous avez un taux d'incapacité, par exemple, si vous avez eu 20% pour une épaule, ou pour un dos, on va dire, pour une hernie discale, eh bien, quand vous avez eu 20%, pour avoir le taux de rente, c'est-à-dire le pourcentage de votre salaire, vous divisez par deux tout ce qui est en dessous de 50%. C'est-à-dire que si vous avez 20% d'incapacité, vous n'avez que 10% de votre ancien salaire. Alors que si vous passez en aval pour cette même pathologie, si vous passez rien qu'en aval 1, vous avez déjà 30% de votre ancien salaire. Alors vous allez dire, bon, bah, le calcul est vite fait, pour ce type de pathologie, je préfère l'inval. Sauf que l'inval, je vous rappelle, elle n'est pas versée jusqu'à la mort, mais jusqu'à la retraite. Qu'en plus, très souvent, l'invalidité, elle est normalement, elle est ponctuelle, enfin bref, et elle est imposable à taux plein, alors que ce n'est pas tout à fait vrai pour la rente MP. Et puis surtout, ça vous fait perdre des droits si, par exemple, vous êtes inapte. Parce que si vous êtes inapte à la suite d'une invalidité, ça ne vous donne pas du tout la même protection que si vous êtes inapte en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Bref, pour arrêter de faire ces calculs compliqués, la sécurité sociale, l'assurance maladie a sorti un texte. Et avant de vous faire la conférence en décembre, je m'étais rapproché de l'assurance nationale de l'assurance maladie au niveau national pour leur demander la référence de ce texte que moi j'ai bien dans mon bureau et que je donne à tout le monde, mais que je ne retrouvais pas en termes de référence textuelle. Et pour cause, c'est pas un arrêté, c'est pas une lettre circulaire, c'est une lettre interne au réseau de l'assurance maladie. Donc ce que je vais vous dire, ça fait l'objet d'une note interne qui n'est absolument pas trouvable et qui, en plus, par certaines assurances maladie, par certaines CEPAM, disent bon, non, non, nous, on ne fait pas comme ça. Mais n'empêche que vous pouvez vous raccorder à ça parce qu'au pire, il y a un recours au niveau de la CNAM qui peut être fait. Alors, qu'est-ce que dit cette lettre interne? C'est que déjà, il ne faut pas se poser cette question de est-ce qu'on fait un VAL ou est-ce qu'on fait MP ou AT? Il faut faire la MP et la T quand il y en a un. Et après, je le dis comme ça, je simplifie, et après, la sécurité sociale, elle se débrouille si jamais il y a une aval, et je vais vous expliquer les conditions d'une aval, si jamais il y a une aval, pour calculer le delta. Et elle doit verser le delta à la personne. Donc ça, c'est le principe phare. N'arrêtez de vous poser des questions sur est-ce que je préfère plutôt un AT, une MP, une aval. Faites la TMP s'il y en a une, ça c'est sûr. Et ensuite, pour le calcul de rente en matière d'aval complémentaire, il y aura un calcul qui peut être fait, que ce soit que ça ait été fait avant ou que ça ait été fait après. Alors je m'explique, attention. Il y a un petit bémol à ce que je viens de dire. Comme je viens de vous dire que le point de départ, c'est qu'une même maladie ne peut pas être indemnisée au même titre, si vous avez déclaré votre dépression en accident de travail ou en maladie professionnelle, vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je vais demander quand même une aval et j'aurai le delta. Ça ne marchera pas. Par contre, si vous avez une dépression parce que, par exemple, vous avez une épilepsie grave qui a été déséquilibrée, et que aujourd'hui, les facteurs de fatigue, de surcharge, de surmenage, etc., ont fait que votre épilepsie s'est aggravée considérablement et qu'en fait, la seule solution, ce serait d'avoir une aval 1 pour minorer un peu le temps de travail et rester en emploi, etc. Mais qu'en plus, vous avez une dépression qui est déjà indemnisée en AT, par exemple, et ben vous dites, moi, j'ai demandé une aval. Je vais demander une aval sur l'état global. L'état global qui est la dépression plus l'épilepsie. Donc, il y a bien quelque chose en plus de ce qui a déjà été reconnu en ATMP. Vous me suivez? Alors, c'est possible. Et alors, la sécurité sociale est aujourd'hui, et vous voyez que c'est ce que j'ai écrit, obligée de faire un calcul de delta. Évidemment, ça ne marche pas, et regardez ce que j'ai marqué en cas d'identité stricte d'affection, parce que là, s'il y a une identité stricte, ça ne marche pas. Mais si par contre, il y a deux choses, et c'est souvent les conséquences psychologiques d'un AT ou d'une NP par exemple, ou une comorbidité ou d'autres problèmes parallèles, eh bien l'inval, on prend en compte l'état global et ça permet d'avoir un val plus MP. Donc, ne faisons plus ces calculs compliqués parce que ça peut porter plus de préjudice
aux salariés. En plus, on n'est pas assistante sociale, donc on comprend rarement les implications, parce qu'imaginez que la conséquence n'est pas la même quand on a 59 ans près de la retraite ou quand on a 41 ans très loin de la retraite, parce que l'inval est plus intéressant à 41 ans qu'à 59 ans. Donc, vous voyez, on va s'empêtrer dans des considérations qui vont nous dépasser. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Christophe, pour les pathologies type amiante, si le salarié a changé d'entreprise pour le suivi futur et la démarche de maladie pro, est-ce que le salarié doit récupérer son dossier médical auprès du SST précédent pour les transmettre au nouveau SST? Alors, Christophe, malheureusement, vous êtes un jeune et je suis navrée que vous me posiez encore cette question, puisque je vous rappelle que la loi, et j'ai dit bien la loi, exige l'interopérabilité et la transmission euh, automatique, je dis bien automatique, sauf opposition du salarié. Maintenant, si la question se pose, c'est que le dossier n'est pas arrivé et que donc, évidemment, c'est au salarié d'aller faire sa démarche pour demander son dossier en santé au travail et le transmettre au nouveau service. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre autrement, alors que c'est quand même très dommage que ça soit encore là. Justine, si demande de MP en cours, lorsqu'on prononce l'inaptitude, doit-on délivrer une IT, donc vous savez que le CERFA spécial qui permet aux travailleurs, aux salariés, d'avoir des indemnités journalières pendant le mois qui suit l'inaptitude définitive et en attendant que l'employeur décide s'il reclasse, s'il licencie ou s'il rétablit le salaire, donc c'est un mois qui n'est pas payé et qui n'est pas toujours en arrêt de travail, et qui permet, quand le médecin du travail a délivré le fameux CERFA IT, d'indemnité temporaire d'inaptitude, aux salariés donc de percevoir ces IJ temporaires hors arrêt de travail, d'accord. Eh bien, doit-on délivrer, vous me posez comme question, Justine, une IT, un CERFA IT, et si la maladie professionnelle est reconnue par la suite, effet rétroactif sur les avantages. Alors, il y a deux questions, je vais répondre à la première. Je vais être nuancée dans ma réponse, attention. Je dirais que d'une façon générale, remplissez toujours le CERFA IT. Voilà, comme ça c'est simple. Au moins, si vous retenez ça, ça sera déjà pas mal. Pourtant, ce CERFA-IT, il est marqué qu'on ne le remplit que quand la maladie professionnelle est reconnue. Alors vous allez me dire, bah, ça vient de dire le contraire, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il a un double effet intéressant, c'est ce formulaire CERFA-IT. Je viens de vous le dire, ça permet à la personne de recevoir des IJ pendant le délai qui suit l'inaptitude en attendant que l'employeur se décide. Et surtout, ça permet, puisqu'on lui donne 3 exemplaires au salarié, un pour lui, un pour la Sécu, un pour l'employeur, ça permet à l'employeur de savoir que l'inaptitude elle est en rapport avec une EMP, même si la MP n'est pas encore reconnue. Voilà, pour répondre très clairement à votre question, oui, même si la MP n'est pas reconnue, même si ce n'est pas exactement ce que disent les codes de la sécurité sociale, ce CERFA va lui servir au moins pour faire connaître à l'employeur l'origine de l'inaptitude. En revanche, il n'aura pas d'IJ, puisque la MP n'est pas reconnue et que la CEPAM va dire bah, les conditions administratives ne sont pas réunies, vous n'aurez pas d'IJ. D'accord? Et pareil, il n'y aura pas d'IJ rétroactive. Vous voyez que s'il a été inapte avant que sa MP soit reconnue, que sa MP est reconnue 3 mois plus tard, la Sécu ne va pas tout d'un coup se dire ah ben il y a eu un CERFA 3 mois avant, je vais vous reverser les IJ que vous avez dû vous voir dans ce délai de 1 mois. Non, il n'y a pas de rétroactivité sur les IJ, je dis bien sur les IJ, parce que les conditions administratives pour obtenir ces IJ n'étaient déjà pas réunies au moment des faits. Donc la Sécu ne va pas faire de rétroactivité sur ces IJ. En revanche, l'intérêt de ce CERFA IT, je viens de vous le dire, c'est de faire connaître à l'employeur l'origine de l'inaptitude. Et il y a un principe jurisprudentiel euh, permanent, récurrent, depuis une dizaine d'années, donc ce que je vais vous dire, c'est vérifié, et c'est constant en jurisprudence, c'est que dès lors qu'une inaptitude est d'origine professionnelle, quand bien même la maladie professionnelle est en cours de déclaration, quand bien même la maladie professionnelle a été rejetée par la Sécu, ou que, voilà, dès lors que l'employeur a été informé d'une déclaration, alors il doit le doublement des indemnités de licenciement, donc les indemnités spéciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déclaration, au moment du licenciement, elle a dû être faite, parce que sinon, on ne peut pas exiger de l'employeur qui verse cette indemnité spéciale. Mais si la déclaration a été faite, mais qu'elle n'est pas encore reconnue, et que le médecin a mis dans son écrit que, par l'intermédiaire, par exemple, du CERFA-IT, que l'inaptitude est d'origine professionnelle, alors l'employeur doit d'ores et déjà les indemnités spéciales. Donc, je répète, il n'y a pas de rétroactivité. Par exemple, si l'AMP est finalement reconnue, le salarié ne peut pas se retourner vers son employeur en disant ah, vous auriez dû me devoir les machins, parce qu'au moment où les faits se passent, on regarde les choses au moment où elles se passent, on regarde juste si l'employeur était informé de la déclaration. Et vous savez que chaque fois qu'il y a une déclaration qui est faite, la Sécu, elle envoie en lettre recommandée avec accusé de réception immédiatement la déclaration à l'employeur. Donc, il faut que l'employeur ait été informé. Et deuxièmement,
même si elle n'est pas reconnue, si elle ne va pas être reconnue, si elle est en cours de reconnaissance, alors l'employeur doit normalement, jusqu'à preuve du contraire, appliquer euh, la législation protectrice. Est-ce que, Justine, j'ai répondu à votre question complètement ou est-ce que... Bon, d'accord, c'est bon. Oui, c'est Euh, bon, Excusez-moi, c'est très j'ai clair. Très bien. Excusez-moi, j'ai une petite question. Dites-moi. C'est un cas un peu particulier. C'est une patiente que j'ai vue qui est à 7-8 ans de sa retraite et qui a pas mal de facteurs dont on vient de parler. Donc, notamment une maladie professionnelle qu'elle a eue pour une rupture de la coiffe des rotateurs. Et cette patiente, en fait, elle a été en arrêt pendant 1 an et demi à 2 ans. Puis, elle a été convoquée par la Sécu, qui l'a déclarée comme consolidée et donc qui l'a classée aussi, qui lui a donné une rente d'invalidité. Et donc Très là, bien. c'était Parce qu'elle plus avait pour la d'autres problèmes, question. j'imagine. Pardon? Elle avait d'autres problèmes que sa problématique de tendinite de l'épaule, j'imagine. Oui, exactement. C'était majoritaire, c'est les deux épaules et puis c'est vrai que c'était très très compliqué pour elle pour les activités de la vie quotidienne, le moral et Donc, il y avait un puis tout le reste. Et donc c'était plus une question pour concernant son futur. Je me demandais s'il y avait, est-ce que donc là dans ce cas-là, elle, lorsqu'il y aura par exemple une inaptitude qui sera prononcée lors de la reprise du travail, est-ce que ce sera une inaptitude, enfin un licenciement pour invalidité ou maladie professionnelle, enfin dans... Alors, la question que vous posez, Julie, est très intéressante parce qu'elle se pose notamment quand les salariés ont été effectivement pendant un temps en ATMP, puis après consolidés et basculés en maladie ou effectivement dans une autre situation, bref, du ressort qui n'est plus du ressort de l'ATMP. Sachez que pour répondre clairement à votre question, déjà, l'employeur doit les indemnités spéciales dès lors que l'inaptitude est d'origine partiellement professionnelle et pas totalement professionnelle. D'accord. Mais par contre, ça met en position, en porte-à-faux beaucoup de médecins du travail parce qu'ils se disent toujours, mais c'est pas juste, c'est quand même plutôt non professionnel. Alors moi, ça me gêne de faire payer à l'entreprise le double, etc. C'est vrai, on peut comprendre que le médecin du travail ait cette idée-là, mais néanmoins, le droit, c'est le droit. Si on avait décidé que ça pouvait être au prorata, d'une part, etc., mais c'est pas ça que dit le code, c'est pas ça que dit la jurisprudence. Nous, on est dépendant de ces décisions-là. Il faut rappeler que dès lors que vous pensez que l'inaptitude a au moins pour origine partiellement l'AT ou l'AMP, vous devez remplir le fameux CERFA. Et en tout cas, si l'employeur vous interroge, vous devez dire que l'inaptitude est d'origine partiellement professionnelle au moins, sans aller au-delà. D'accord? Et l'employeur, lui, il fait ce qu'il veut, mais il doit normalement, après, sous peine d'être condamné après, verser les indemnités doubles. Quoi. Bien sûr, ok, d'accord. Ça Et j'ai va? une dernière petite question. C'est donc cette patiente-là, elle compte reprendre le travail et elle me parlait de reprendre en mi-temps thérapeutique. Et c'était pour voir, enfin, c'était pas très très clair dans. Voilà, grosso modo, il y a eu une suspension des indemnités journalières parce ils l'ont consolidé, donc ils ne la payent plus. Et finalement, là, elle me dit, je vais peut-être reprendre en mi-temps thérapeutique, mais je ne sais pas si ça va passer ou pas. Donc, au bout Alors, de... il faut connaître, en fait, il faut avoir un échange avec l'assurance maladie parce qu'il faut savoir pourquoi ils ont suspendu. S'ils ont considéré qu'elle était consolidée, eh ben, déjà, le temps partiel thérapeutique, il arrive un peu tard. Et peut-être parce qu'elle a épuisé le droit aux IJ, puisque le temps partiel thérapeutique s'incrémente dans le temps total des IJ à percevoir. Donc, en fait, il y a peut-être deux raisons différentes et il faut avoir un échange avec l'assurance maladie, avec votre cellule PDP ou directement avec l'assistante sociale pour savoir pourquoi elle a plus d'IJ et si administrativement, elle a encore le droit de reprendre en temps partiel thérapeutique, ce qui n'est pas sûr du tout dans votre situation. D'accord, donc c'est potentiellement possible pour elle de reprendre en temps partiel. Ouais. D'accord. Mais attention, si elle est basculée en aval, Oui, si elle reprend à temps partiel, ça ne sera pas thérapeutique, c'est un temps partiel définitif. Puisqu'elle est en aval, elle a une rente qui oui, compense la perte de salaire. Donc du coup, d'accord. bah oui, il faut regarder ce qui est enfin, d'abord dans quelle catégorie d'aval, et puis surtout finalement comme elle a une aval qui compense une perte d'activité, ça équivaut à un temps partiel définitif, on va dire. C'est d'ailleurs Oui, dans certains cas, vous savez, je dis souvent aux internes quand on parle de maintien en emploi ou de retour au travail que il faut des fois peser le temps partiel thérapeutique qui n'est pas toujours systématiquement utile, ou alors dans certains cas, on sait très bien qu'il va devoir être pérenne. Et s'il doit être pérenne, c'est pas un temps partiel thérapeutique, c'est c'est un justement temps une partiel aval définitif, ouais. qu'il faut demander. Quoi. Parce que D'accord. le potentiel thérapeutique n'est que limité dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et donc, elle, dans son cas, au bout de combien de temps est-ce que, par exemple, elle pourra pas se remettre en arrêt pour cette même raison, je Ah bah suppose, non. Ah bah non. s'ils ont suspendu les... Ah oui, les- parce elle aura sa rente d'aval. Quoi. Elle peut D'accord. avoir des soins. Mais de merde, la rente, je ne sais pas en quelle catégorie elle est, mais voilà. Quoi. Je crois Pas qu'elle est beaucoup en de pathologies catégorie, graves. elle est en catégorie 2, il me semble.
Ah bah en plus, alors là, merde, le niveau de la rente, il est équivalent au niveau des IJ, donc on s'en fout, quoi. Ok, Les d'accord. pris en charge pour les soins, c'est pas grave, quoi. Ok, Et encore une fois, ne vous empêtrez pas dans des... Vous avez déjà beaucoup de choses à retenir. Dès qu'il y a une question autour du social, comme ça, vous avez des cellules PDP, des assistantes sociales rattachées, etc. Elles sont là pour ça. Encore une fois, c'est une façon d'avoir chacun son champ de compétences, peut-être d'apprendre, mais pas de vous charger de tout, quoi. D'accord? Il y a des questions d'ordre social qui sont extrêmement complexes, en plus qui sont changeantes. Les dispositifs d'invalidité vont changer, je vous l'ai dit, dans l'année 2025, normalement. Rester toujours au top voilà, de l'actualité, c'est quand même complexe, quoi. Ça va comme ça, d'accord. c'est clair? Oui, ça a répondu à ma question. Merci beaucoup. Très bien. J'avais, Alors, oui, j'avais une allez-y, je question. vous en prie. En fait, pour rebondir par rapport à ce que j'ai demandé par rapport au dossier des maladies professionnelles, peut-être que je me suis mal exprimé, mais par exemple, un salarié quelconque qui change d'entreprise tous les 10 ans, qui passe, je sais pas, une entreprise qui travaille dans l'amiante, une entreprise de la SNCF, puis après, 10 ans après, il passe ailleurs, mais sans prévenir le service de santé au travail à chaque fois de où il va aller. Comment le dossier peut être de facto transféré Ah bah, il ne sera pas automatiquement? transféré, il ne sera effectivement pas transféré. C'est soit le service d'accueil se dit, tiens, ce salarié-là, il a travaillé avant, je fais une demande au service antérieur. C'est comme ça que c'est transféré. Ou alors, si ce n'est pas le service, eh bien, ça sera le salarié. Mais c'est comme ça que ça se passe en théorie, en pratique, hein, je veux dire. D'accord, voilà, c'est pas automatique de donner Ah, un mais salaire. non, quand je dis automatique, c'est que c'est forcément le service d'après qui va s'interroger sur surtout s'il doit faire des visites de fin de carrière à un moment donné, hein, il va bien falloir qu'il ait le topo de toutes les expositions. Donc voilà quoi. D'accord? Ok, merci. Excusez-moi de ne pas avoir effectivement voilà, bien répondu. Alors, je passe au sujet suivant, à moins que vous ayez encore des questions sur la maladie professionnelle. Bon, a priori, mais n'hésitez pas, hein. Dossier médical santé-travail, vous m'avez demandé, Priya, de faire un tout petit point, partage, accès. Je vous rappelle, et là, je vous mets dans le diaporama, le guide extrêmement bien fait de la CNIL, sorti en 2024, enfin, décembre 2023, donc on l'a tous eu en 2024, qui est fait sous la forme de fiches synthétiques à destination des services de santé au travail, dans lequel, notamment, il y a quelque chose de très précieux autour de la fiche d'information et des données à recueillir pour justement partager les informations médicales. Je vais dire en quelques mots, alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour que vous le lisiez tout de suite là ce que je vous marquez, c'est justement le modèle de notice d'information qui est marqué dans cette fiche. Donc j'ai fait copier-coller, hein, donc elle est un peu pléthorique, mais c'est juste pour que vous l'ayez en tête. Je vous ai mis d'ailleurs dans la diapositive précédente le lien pour que vous l'ayez directement. Ça veut dire quoi? Je voudrais que vous reteniez ça. C'est que le dossier médical en santé-travail, c'est un fichier de données au sens du règlement européen de protection des données. C'est un fichier de données. Ce fichier de données, pour être partagé, il y a un code de santé publique qui dit qu'on n'est pas un service de soins. On n'est pas une équipe de soins dans un service de santé au travail. Donc, il n'y a pas de partage qu'on appelle tacite et automatique. Comme il n'y a pas de partage tacite et automatique, il y a un partage que si il est encadré par une information préalable de la personne sur qui va partager, pourquoi on partage, combien de temps on garde et dans quel périmètre géographique et matériel ces données sont gardées, avec un droit d'opposition, un droit de s'opposer à la transmission, etc., etc. Et un accord qui n'est pas définitif. Donc, dans la fiche type de ce document de la CNIL, que tous les services de santé au travail doivent normalement copier-coller et ou améliorer, parce qu'ils doivent avoir ça dans leur registre spécialisé dans la protection des données, qui est un registre complexe avec plein d'autres trucs. C'est le délégué à la protection des données qui doit gérer ça. Il doit être précisé dans tous les services de santé au travail qui a accès. Et pour le dire simplement, par exemple, quand un salarié arrive nouvellement, imaginons un apprenti dans un service de santé au travail, il doit être accueilli par quelqu'un qui va lui expliquer qu'on va faire un dossier médical, que ce dossier médical, il va comprendre des données personnelles, que ces données personnelles seront d'abord colligées dans un dossier numérique, hein, santé-travail, que c'est l'infirmier ou le médecin qui va d'abord alimenter, que ça peut être partagé entre le médecin et son équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé, d'abord, pour les données médicales, et des données d'exposition par les autres professionnels potentiellement dans la limite de leurs besoins. Et là, vous voyez qu'on amalgame dans ces données-là à la fois les données du Code de santé publique, de la loi, du règlement européen sur la protection des données, de la CNIL, du Code du travail et des recommandations de la Haute Autorité de santé. C'est ces 5 choses-là qui font l'objet de ce partage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage, je le répète et je le conclue par ça, parce que je ne vais pas faire un gros point, mais il n'y a pas de partage automatique et tacite.
En revanche, dès lors que le salarié a bien été informé que seuls les professionnels de santé auront accès à ces données de santé, qu'on appelle aussi des données sensibles en droit européen, à ces données sensibles, et qu'elles ne seront transmises et elles ne seront effectivement partagées que dans la limite stricte de ce qui a été précisé dans cette notice d'information, alors ces professionnels de santé peuvent librement partager, parce que ça a été dûment informé, ces données-là. Mais alors attention, il faut faire attention à ce que cette notice soit compréhensible par tous, accessible, même aux personnes étrangères, etc. etc. Je sais que dans certains logiciels métiers, elle est déjà traduite en 15 langues, par exemple, pour que la majorité des salariés puissent au moins y avoir accès, etc. Donc, vous voyez que c'est ça que ça veut dire. Donc, les 4 rubriques, pour quelles raisons vos données de personnel sont-elles utilisées? Quelle est la durée de conservation? Qui peut recevoir communication des informations? Et quels sont vos droits et comment les exercer? Ces 4 rubriques font l'objet de points extrêmement précis qui sont précisés dans toutes ces notices d'information. Le salarié doit pouvoir s'y opposer à chaque fois, pas seulement la première fois qu'il rentre dans le service. Et donc, l'information doit être pérenne, affichée notamment de façon continue dans les salles d'attente et rediscutée, par exemple, quand il y a un changement de médecin, changement d'équipe, changement de centre ou changement de service, quoi. Voilà. Est-ce que sur ces données de partage de données de santé, c'est clair ou est-ce que vous avez encore des difficultés? Par exemple, on sait que le psychologue du travail, le psychologue clinicien n'a pas accès au dossier médical en santé-travail. Il n'a pas accès, je le répète, le Conseil national de l'ordre des médecins, comme ce ne sont pas des professionnels de santé, ils n'ont pas accès. Est-ce que les comptes rendus du psychologue doivent immédiatement être incrémentés dans le dossier médical en santé-travail? Non plus, puisque ce sont des données sensibles, mais comme ce n'est pas un professionnel de santé, ils ne reviendront dans le dossier médical en santé-travail que si le salarié veut bien, et donc par le seul intermédiaire du salarié, et pas directement du psychologue au médecin. Autre question fréquente, les IPRP, lorsque par exemple ils ont des ergonomes ont fait des études de poste, est-ce qu'ils ont droit à avoir un certain accès au dossier médical en santé-travail? Oui, non, bah non, parce qu'ils ont accès qu'aux données d'exposition. Par contre, est-ce qu'ils peuvent verser dans le dossier médical santé-travail des éléments? Oui, sans y avoir accès. Verser et alimenter un dossier, c'est pas y avoir accès. Enfin, par exemple, quand il y a un médecin qui est parti en congé mater, en arrêt maladie, etc., ça doit être précisé dans la notice d'information en disant que c'est l'équipe de tel centre ou son équipe de substitution qui va suivre son dossier. Et que s'il y a une opposition, il peut encore le dire, le salarié. Maintenant, est-ce qu'un salarié peut s'opposer à la constitution d'un dossier médical en santé-travail? Non, jamais. Par contre, il peut s'opposer à sa transmission. Donc, un infirmier et un médecin, ils doivent faire un dossier médical en santé-travail. Par contre, un salarié peut s'opposer à ce que le médecin et l'infirmier communiquent. Mais ça, il doit le dire d'emblée. Et donc, dans ces conditions-là, s'il y a un refus, mais ça n'arrive jamais, hein, très honnêtement, s'il y a un refus de communication, alors effectivement, il faut en référer parce que dans ces cas-là, ça ne peut pas être ça peut pas être l'infirmier qui voit le salarié, hein, évidemment. Des questions là-dessus? OK. Enfin, dernière diapo sur les prescriptions, parce qu'il y a souvent une question, est-ce que le médecin du travail peut prescrire? Est-ce qu'il doit prescrire? Etc., etc. Je vous rappelle qu'il est d'ores et déjà prévu dans le Code du travail que le médecin du travail puisse effectivement prescrire notamment des examens complémentaires, non seulement pour déterminer l'attitude, dépister une maladie professionnelle et dépister des maladies dangereuses pour l'entourage. Donc oui, il peut prescrire des examens complémentaires pour la détermination en cas d'exposition à des produits chimiques, que ce soit des examens sanguins, d'imagerie, etc. Il peut également faire des vaccinations, prescrire des vaccinations. Il peut également prescrire des substituts nicotiniques et il peut faire toute prescription qu'il souhaite dans le cercle familial. Alors attention, il y a certaines caisses qui d'ores et déjà refusent de rembourser quand ce n'est pas un médecin inscrit dans le parcours de soins qui prescrit. J'ai entendu au moins un exemple. Moi, je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours prescrit dans mon cercle amical et familial. Parce que c'est voilà, un usage, on va dire. La prise en charge financière de ces prescriptions, c'est toujours à la charge de l'employeur ou du service de santé au travail selon la convention. Mais alors attention, c'est très souvent pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin du travail passe par le médecin traitant, etc., etc. Et ça, c'est pas normal parce que finalement, c'est l'assurance maladie qui paye pour l'assurance AT-MP. Donc ça, c'est à revoir. Je vous rappelle que dans le travail de nuit, le médecin du travail n'a pas de limite dans les modalités, dans les examens spécialisés qu'il peut prescrire. Par exemple, je sais pas à quoi je pense, mais enfin bref, en tout cas, dans le travail de nuit, il y a un peu une extension. En revanche, effectivement, si jamais il y a un désaccord sur la prise en charge financière des examens, eh ben, c'est tranché par le médecin inspecteur du travail. Et enfin, un dernier mot. Vous savez que la loi de 2021
avait prévu une expérimentation de 5 ans sur un pouvoir de prescription du médecin du travail dans un cadre très, 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 très rigide. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une formation transversale. Ça ne pouvait être que des examens et des traitements pris dans le cadre d'un certain nombre de thématiques, notamment addiction, notamment sommeil, notamment je ne sais plus trop quoi, il y en avait 5. Bref, peu importe, parce qu'aucun décret n'est sorti et aucun décret ne sortira aujourd'hui parce que c'est plus dans les priorités du gouvernement. On l'a su encore en faisant des réunions au niveau des ministères. Moi, je dirais que le médecin du travail a un pouvoir de prescrire. Ce pouvoir de prescrire, est-ce qu'il est illimité? Non. Est-ce qu'il devrait être plus large? Sans doute sur quelques points, mais par exemple, on s'interroge souvent sur se dire est-ce que le médecin du travail pourrait prescrire des arrêts de travail? Oui, mais c'est un gros problème. Parce que si demain le médecin du travail prescrit des arrêts de travail, il s'en sortira plus du tout. Là, je vous le dis tout de suite. Quoi. Est-ce que par contre, s'il repère quelque chose, plutôt que de faire un doublon en disant bah là, il est en incapacité totale de travail, euh, il, euh, allons-y pour le premier, puis le relais sera pris par le médecin traitant, ça serait intelligent. C'est d'ailleurs en réflexion, mais c'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'il peut prescrire des prises en charge thérapeutiques pour telle ou telle thématique? Ben, aujourd'hui, c'est pas le cas, et ça sera pas le cas avant demain la veille. Est-ce que c'est dommage? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on a beaucoup de travail déjà dans notre domaine. Nous sommes, encore une fois, je répète, des spécialistes, et je pense qu'on a suffisamment de taf dans notre champ pour se dire que prescrire des médicaments, eh ben, c'est pas forcément. Voilà, c'est vrai que peut-être que ça peut paraître pour certains une dépossession de leur savoir, mais vous savez, par exemple, quand vous êtes cardio, vous prescrivez plus rien dans tous les domaines que vous avez appris aussi. Hein. Donc, vous faites plus que de la prescription cardio. C'est pas vous qui allez prescrire les arrêts de travail. Très souvent, les spécialistes, c'est pas eux. C'est pas eux qui vont prescrire la prise en charge globale. Et quand bien même vous vous dites, ah ben mince, pourtant, on est les seuls médecins que certains salariés voient dans certaines régions. Ouais, mais c'est pas parce qu'on est seul médecin qu'on peut tout faire. Quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire un certificat médical initial? Non seulement vous pouvez, mais je vous rappelle que le Code de santé publique exige que tout docteur en médecine rédige un certificat médical initial pour faire valoir les droits d'une personne lorsqu'il est en face d'une pathologie, notamment d'origine professionnelle. Ça peut même vous être reproché sur le plan déontologique et sur le plan civil de ne pas avoir fait un certificat médical initial lorsque vous constatez des lésions. Donc je réponds très nettement, Carla, oui, il peut et parfois il doit. Bon, ben, on a fait le programme, hein, Priya. Un Bah, très bien. peu à l'arrache, mais quand même, Bravo. on le fait. J'ai deux petites questions, vite fait, en deux Allez-y. secondes. Est-il possible d'avoir une activité mixte grâce au FST, par exemple, médecin du travail et consultation addicto? Alors, c'est très clairement dit par le Conseil national Ouais. national de l'ordre des médecins aujourd'hui, même si c'est discutable pour ma part complètement et discutable par certains, mais en tout cas, le Conseil national des médecins est très strict. Vous pouvez avoir une activité d'addicto dès lors que vous faites dans votre cadre de prévention. Vous ne pouvez pas être libéral en addicto ou avoir une plaque d'addicto en parallèle de votre plaque de médecin du travail parce que vous êtes inscrit sous une qualification et cette qualif, elle est unique aujourd'hui dans l'ordre des médecins. Je pense que ça devrait évoluer, mais ce que je pense importe peu puisque la réponse c'est non. Et deuxième question, un remplaçant, donc est-ce qu'il peut prononcer une inaptitude? Est-ce qu'un remplaçant peut prononcer une inaptitude, sachant que c'est pas son salarié à lui? Ouais, mais c'est la même question pour les internes, Ouais. c'est la même question pour les collaborateurs. Le remplaçant, il est le médecin du travail pendant son absence, quoi, si vous voulez. Donc, il peut, s'il a réuni toutes les conditions préalables. Donc, même si ce n'est pas son salarié, d'ailleurs, on n'est pas propriétaire des salariés, hein, s'il a fait toutes les étapes préalables ou qu'elles ont été faites, c'est-à-dire études de poste, entretien avec l'employeur et tutti quanti, oui, il peut avoir une inaptitude sans problème. Quoi. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions, Tristan? Je voyais que vous allumiez votre micro, non? Non. Bon, Non, c'est une erreur. c'est une erreur. Bah, écoutez, bonne soirée à chacun. Et Priya, vous Merci pouvez rester en beaucoup. contact avec moi si besoin, d'accord? Oui, ça marche. À très bientôt. On On se se tient au courant. croisera sans doute. Merci Merci. beaucoup. Au Au revoir. Merci revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Juste, juste.